Ladies and gentlemen, bonjour et bienvenue dans ce nouveau journal d'un vegan. J'espère que vous portez bien. Alors cette semaine, je vous ai concocté un petit programme assez gourmand, vous allez voir. Et aussi, j'ai intégré une interview de l'une d'entre vous que je vous laisse découvrir sans plus attendre. Tiens, ça faisait longtemps que je ne vous avais pas parlé d'une pâte à tartiner. Et pour cause, c'est pas quelque chose auquel je cours après. Par contre, à la maison, j'ai une Laura qui adore les pâtes à tartiner et qui est toujours très curieuse. Donc, grâce à cette curiosité, j'ai entre les mains une petite nouveauté qui pourrait vous intéresser. Cette nouveauté, la voici sans plus attendre, c'est Bonne Maman, la célèbre marque de confiture qui nous propose une pâte à tartiner cacahuètes et cacao. Alors bon, c'est vrai que le marché de la pâte à tartiner de manière générale, en termes de produits vegan, c'est pas si difficile à trouver de nos jours, même s'il faut reconnaître que tant qu'on va dans les magasins spécialisés, qu'on va dans les magasins bio, on trouve des choses. En grande surface, c'est relativement aléatoire, bien qu'il y ait eu du progrès. Mais Bonne Maman, c'est quand même la marque ultra populaire, hyper installée un peu partout, quelle que soit la taille, de la petite épicerie de quartier à l'hyper marché. Bonne Maman, ça se trouve partout. Donc peut-être que tous les véganes de France vont pouvoir avoir accès à une pâte à tartiner, je l'espère, de qualité, ce qui est déjà pas mal. Mais avant de passer à la dégustation et découvrir ce produit pour ma part, parce que Laura l'a déjà goûté, hein, je tiens à préciser qu'on parle bien de la version cacahuète et cacao. D'ailleurs, vous avez une petite marque avec marqué nouveau en rouge sur le côté. Il y a un faux ami, c'est qu'il y a un pot très similaire visuellement qui est noisette et cacao, où il n'y a pas le petit truc nouveau. Et cette version-là, elle contient un produit laitier. Donc ne vous trompez pas. Ça c'est vegan, l'autre ne l'est pas. Et puis rendons à César ce qui est à César. Cette information, on ne l'a pas sortie de nulle part. C'est toujours sur le compte Instagram Accidentel en vegan que vous allez trouver ce genre de pépites, puisqu'elle cherche toujours à être à la pointe des nouveautés et pouvoir vous renseigner. Donc merci, merci. Et maintenant, goûtons. Alors. Oh, ça a déjà bien descendu, dis donc. Elle doit être bonne. Ça sent bon. C'est vrai que moi, en tant que puriste du beurre de cacahuète, j'ai quand même une certaine sensibilité à la qualité du goût de la cacahuète dans les produits de ce genre. Donc, choc à la cacahuète, ça doit bien fonctionner. Mais est-ce que c'est équilibré? Voyons ça. Alors déjà, la texture. Ouh, oui, je prends une belle cuillère pour goûter. Hein. Donc, on voit tout de suite qu'on a une belle texture assez ferme, dense, crémeuse, pas trop huileuse. C'est plutôt prometteur. Allons-y. C'est pas mal du tout. C'est très gourmand, hein, on va pas se le cacher. C'est très gourmand. On sent bien la cacahuète au premier niveau. Ensuite, on a le cacao qui s'installe bien. C'est sucré. Bon, c'est une pâte à tartiner, donc vous imaginez pas un truc léger en sucre. C'est bien riche. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on a une bonne conjugaison entre les saveurs de la cacahuète et la typicité du cacao. Ça se rejoint et ça crée quelque chose qui marche bien en synergie. Donc c'est agréable. Et donc non, ce n'est pas juste une pâte à tartiner classique, il y a comme la cacahuète qui s'affirme. Et c'est pas juste un beurre de cacahuète aromatisé avec du chocolat dedans. Non, ça va plus loin que ça. C'est pas mal. Bon, très sincèrement, je trouve ça très bon. Mais je vais pas non plus taper dedans plus que ça, puisque de toute façon, c'est le pot de Laura, je respecte. Je préfère toujours mon beurre de cacahuète sans rien tel quel à la cuillère à soupe. Ça me va très bien, ça c'est gourmand, mais j'en ai pas l'usage. Je suis pas consommateur en fait de pâte à tartiner à la base, donc ça explique beaucoup de choses. Mais vous, est-ce que vous aviez entendu parler de ce produit? Est-ce que vous l'avez testé?
Est-ce que vous l'avez apprécié? J'attends vos retours en commentaire. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'une série que j'attendais avec impatience parce que son univers est tiré d'un jeu vidéo que j'adorais, à savoir Fallout. Alors ça, vous en avez peut-être entendu parler parce que Prime Video fait une grosse campagne autour de cette série. Il y a les affichages dans la rue. Bref, ils ont mis la gomme pour qu'on sache bien qu'ils ont fait quelque chose. Et, je dois bien avouer, ça en vaut la peine. Alors concrètement, pour ceux qui connaissent le jeu, je vous le dis tout de suite, l'univers a été très bien retranscrit, il y a une certaine dynamique associant action, aventure, énigme, humour, violence. Bref, tous les cocktails qui ont fait le succès du jeu et surtout cette atmosphère particulière. Et donc pour ceux qui ne connaissent pas du tout Fallout, parlons donc de cet univers et de son atmosphère. Fallout, en gros, c'est du post-apocalyptique où on a une histoire qui se passe après un désastre nucléaire et vous imaginez bien tout ce que ça peut impliquer en termes de survie, changement, mutation, etc. Oui, mais la base de l'histoire, c'est les années 50 et la guerre froide, sauf que on est dans une sorte d'Uchronie. On est vraiment sur un univers parallèle, ce ne sont pas les années 50 qu'on a connues. On a l'esthétique, on a une certaine manière de vivre, il y a effectivement cette tension entre les États-Unis et les Soviétiques. On retrouve ce canevas, sauf que derrière, on voit que certaines technologies n'ont pas avancé de la même manière. Je vous laisserai découvrir. Mais c'est assez subtil. Au premier abord, on ne voit pas forcément dans le détail où est-ce que ça change. Et quand on fait bien attention, on se rend compte que, eh bien, si, il y a vraiment des technologies et des choses qui se sont passées qui n'ont rien à voir avec notre histoire. Et on va le découvrir au fil, justement, de la narration. Vous verrez. Mais c'est super sympa. Et la série elle-même, elle est vraiment bien réalisée. Tant dans l'image, que dans le jeu d'acteur, que dans la dynamique, que dans un scénario qui, lui, est original, qui ne reprend pas un scénario déjà existant dans les jeux vidéo, mais qui est vraiment une histoire à part entière, même si, bien sûr, elle se calque sur ce même principe habituel, à savoir, le héros va sortir de son abri anti-atomique, où il abandonne sa communauté pour affronter le monde, parce qu'il a une mission à accomplir. C'est toujours la même base. On n'y échappe pas, sauf que tout le reste est assez différent et c'est très très plaisant. Alors, si je ne peux que féliciter Prime Video pour cette nouvelle production et sa qualité, en revanche, je suis un petit peu amer parce que les abonnés, Prime Video le savent peut-être déjà, ils ont décidé d'intégrer de la publicité à l'intérieur des programmes. Avant, pendant, après, il y a de la pub. Alors en plus, moi, je ne sais pas pourquoi, j'ai de la pub pour un restaurant qui sert de la viande, donc c'est très très agréable d'être interrompu pour ce genre de pub, c'est très pénible. Et alors, comble le pompon, hein, c'est on nous demande de payer 1,99 € par mois supplémentaire pour faire sauter la pub. Sachant qu'on se le rappelle, ils ont déjà augmenté leur prix de 30% l'année dernière, donc c'est clairement abusif. Et je ne vous cacherai pas que comme je suis en fin d'abonnement, je dois renouveler ou pas. Et je pense très sérieusement à la seconde option. Donc bientôt, vous ne m'entendrez plus parler de série Prime parce que je n'y accéderai plus. Voilà. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, ils abusent. Généralement, quand la durée sort un nouveau macaron vegan, j'ai toujours l'occasion de le tester puisque Laura veut le goûter. Et il y en a toujours un petit qui traîne pour moi, je ne peux pas résister. Cela dit, vous le savez que je suis relativement critique parce que même si je les aime beaucoup et que techniquement il n'y a rien à redire, j'ai tendance à les reprocher le manque de créativité, le manque d'audace. Et bien cette fois-ci, a priori, ils ont monté le niveau un petit peu au-dessus et ça m'intrigue. Messieurs, dames, sous vos yeux ébahis, voici le nouveau macaron la durée, chocolat noir et framboise. Allons-y. Hop là. Alors effectivement, comme ça, c'est juste un macaron qui a été trempé dans le chocolat noir.
Mais honnêtement, j'ai jamais vu ça ailleurs, même à l'époque où j'étais végétarien et que j'en mangeais du macaron, hein, je peux vous dire, ça, j'ai jamais vu. Donc ça m'intrigue, je trouve que l'idée est assez originale. Mais voyons si ça tient ses promesses. Allez, c'est pour vous que je le fais, hein, bien sûr. On voit que c'est la framboise. La texture du macaron est toujours aussi réussie, tendre, avec un côté croquant renforcé par la coque en chocolat, qui est très fine, délicate, bien cacaotée. Et ça s'équilibre bien avec la framboise. Bon alors objectivement, moi le chocolat et les fruits, c'est pas mon univers. Mais ça se conjugue bien, ça fonctionne. C'est bien équilibré, il n'y a pas une saveur qui l'emporte sur l'autre, ça fonctionne bien. Et l'idée est super rigolote. Alors ça donne un côté un petit peu raffiné. Je ne suis pas mécontent de la découverte. Alors, je valide. C'est bon, la note de framboise perdure bien en bouche, donc ça fait plaisir. La qualité est là, aucun souci. Malheureusement, je dois vous presser. Voilà. Si vous êtes tenté par ce genre de dégustation, bah, dépêchez-vous parce que je ne sais pas combien de temps ça va durer. On sait que chez La Durée, ils ont la fâcheuse tendance à nous sortir un macaron vegan à la place d'un autre et non jamais les compléter pour enrichir la gamme, ce qui est toujours un petit peu embêtant. Et celui-là, a priori, il ne va pas durer longtemps. Donc, vous voyez cette vidéo, vous en avez envie, allez-y. Aujourd'hui, cet après-midi, demain, je ne sais pas, mais dépêchez-vous parce que vous risquez de... plus de macaron. Voilà, vous êtes prévenus. Dans la série des interviews des célèbres inconnus, donc peut-être vous prochainement, je reçois aujourd'hui sur ma chaîne Claire, qui est végane et qui nous vient de Saint-Étienne. Donc, je vais lui laisser la parole, elle va se présenter, on va explorer un peu ses engagements, ses idées, ses difficultés, tout ça, en toute déconstruction, devant un petit breuvage, et je lui laisse la parole tout de suite. Bonjour Claire. Bonjour. Eh ben, merci d'avoir répondu à cet appel. Tu as fait partie des premières à répondre d'ailleurs, à te porter volontaire. Et donc je profite de ce petit passage à Paris pour pouvoir te poser plein de questions. Et la première question est, je vais te laisser d'abord te présenter. Des questions, il y en aura après. Ok. Bah, du coup, je m'appelle Claire, j'ai 28 ans et donc je viens de Saint-Étienne et je suis végane depuis 2018. Ce qui nous fait 6 ans. C'est ça. 6 ans. T'as été végétarienne avant? Non. Non, direct. Direct. J'ai cru comprendre que le avant était pas forcément très vegan friendly. Ouais, mais plus par habitude que par volonté personnelle. Ouais. On développera ça. Oui, on va y revenir. Voilà. Alors donc, comme tu disais, ça fait 6 ans que tu es végane. Quel a été le déclencheur? Qu'est-ce qui t'a donné envie de rentrer dans ce mouvement? Alors, il n'y a pas vraiment de déclencheur particulier pour moi. Je peux pas vraiment dire que c'est quelque chose en particulier qui m'a fait changer, mais c'était plus une réflexion. Moi, je suis rentrée dans le militantisme par rapport à l'aspect écologique. D'accord. Voilà. Après, je me suis intéressée à la question animale et ça faisait déjà longtemps que je m'intéressais à l'alimentation de manière générale et du coup, bah, ça a été une suite logique. Très bien. Et après, bah, je me suis engagée plus sur l'aspect éthique et voilà, j'en suis venue au véganisme. D'accord. Donc, mais t'as pas eu un sorte de grand déclic en disant, ah oui, c'est la voie à suivre. Voilà. C'est plutôt un enchaînement de circonstances logiques, quoi. Voilà, c'est ça. Ok. Au départ, je suis devenue végane chez moi, entre guillemets. Ouais. C'est-à-dire que moi, ce qui m'a le plus posé problème, c'était plutôt l'aspect social, plus que se priver, entre guillemets, de tel ou tel aliment. Et donc, du coup, à l'extérieur, je mangeais ce qu'il y avait. Et puis, je me suis dit, bah, en fait, je vais m'informer et me former pour que, après, quand j'affirme mon choix avec les autres, et ben ils voient que c'est pas une lubie et que c'est pas quelque chose d'irréfléchi et que ça passe mieux, quoi, finalement. Et puis donc, affirmé, quoi. Voilà. Et puis donc, du coup, c'est ce qui s'est passé. Pendant à peu près 1 an, j'ai fonctionné comme ça. Et puis après, je suis partie en Espagne pour participer à une compétition. Et du coup, c'est à ce moment-là que, bah, notamment, j'en ai parlé avec ma famille. Je lui ai dit que, au retour de ce voyage-là, ben, je serais végane tout le temps. Voilà. Ok. Alors justement, la famille, parlons-en, parce que si j'ai bien compris,
c'est pas si simple. Tu viens d'un milieu familial où il y a de la pêche, de la chasse, de l'élevage, donc un milieu plutôt pas vegan friendly. Ça s'est passé comment? Alors, bah, du côté de mes parents, ça s'est bien passé. Hmm. Ils ont pris la chose, bah, ok, t'es vegan, bah, très bien. Au début, ça a été un peu compliqué, mais plus pour changer les habitudes de cuisine que par réel mécontentement, on va dire. Mais voilà, donc ça s'est bien fait. Ça les a surpris? Pas plus que ça, non. Non, c'était une continuité dans ton caractère, Voilà, dans tes habitudes, tes valeurs. Voilà, c'est ça. Je suis un peu la personne de la famille qui fait des trucs un peu improbables, on va dire. Donc, non, c'est passé, voilà, comme d'autres choses. Après, c'est vrai que de l'entourage plus éloigné, ça a été un peu plus compliqué. Mais pourtant, en fait, ben voilà, j'ai des cousins éleveurs, des cousins chasseurs, des cousins pêcheurs. J'ai moi-même participé à vider les poissons, par exemple, parce que mes cousins, ben ils aiment pas ça, quoi. Ils aiment la pêche, mais ils aiment pas ce qui va Les avec. viscères, c'était pas Voilà. leur truc. Donc bah j'ai participé et donc du coup bah c'est vrai que des fois il y a eu des petites tensions sur le sujet, mais pareil bah du coup on sait qu'on n'aborde pas forcément le sujet quand on se voit. Ouais, passer ça sous le tapis, Voilà. pour éviter d'avoir Et puis, des conflits. Voilà. Et donc du coup bah on échange sur d'autres choses et puis ça passe. Et du coup, quand il y a une réunion de famille, Ouais. t'es un peu isolé quand même? Ouais, mais avec le temps, ça s'améliore un peu. Par exemple, au dernier Noël, mon cousin éleveur, il a goûté le steak de soja que j'avais dans l'assiette et il a trouvé ça bon. Ah bah c'est bien. Donc non, voilà. Ah ok. Donc non, tout n'est pas perdu. voilà. L'ambiance est pas exécrable. Ça, après, moi, je suis pas en famille ou au repas, je milite pas, quoi, en gros. Non, Je- non, j'entends bien. Mais bon, il pourrait y avoir une petite déformation qui revient, quoi. Quand Ouais, même, tu ouais, vois. ouais, ouais. Mais non, moi, je préfère passer du temps avec les gens sur les autres points qu'on a en commun plutôt que de militer et voilà. Oui, surtout que ça sert à rien. Les gens font leur démarche. Par exemple, ma mère elle va me rejoindre dans l'antenne L214 à Saint-Étienne, D'accord. alors qu'elle n'est pas du tout végane et ni végétarienne ni quoi que ce soit. Mais justement, ça, déjà, depuis que je suis végane, ça l'a poussée à cuisiner moins de viande, À voilà, ouvrir etc. son regard sur Voilà. une autre réalité, quoi. Et donc du coup, je pense que ça va plus la pousser, voilà, de militer, d'entrer dans l'action. Elle, je pense que c'est ça qui va plus la pousser à encore aller plus loin. Ouais, donc, toi, tu as choisi de t'engager, de devenir militante contre la souffrance animale auprès de L214 dans ta région. C'est ça, Ok. en partie. Enfin, au début, j'ai commencé avec One Voice à Lyon, Ouais, parce que ouais. sur Saint-Étienne, il n'y avait pas grand-chose. Et puis là, ça fait depuis novembre 2022 que j'ai pris la référence de l'antenne L214 à Saint-Étienne. D'accord. Donc, on a relancé l'antenne avec un co-référent qui s'appelle Étienne. Du coup, voilà, à Saint-Étienne, il y a une antenne L214 et on est assez actifs. On fait à peu près une fois par mois des actions. Donc, ça peut être de la sensibilisation. Ça peut être des repas dans des restaurants, des projections de films, des activités diverses. Et vous êtes beaucoup? On est, on va dire, une quinzaine de personnes qui viennent régulièrement. Et puis après, il y a peut-être une trentaine autour qui viennent... Bon, satellite. Voilà, Ouais, ouais. ok. Tu travailles avec d'autres associations aussi? Alors, sur Saint-Étienne, on a une association qui s'appelle Militants Animalistes Sainté, Ouais. qui est l'une des premières à s'être créée. Il me semble que ça a été lancé en 2015 et qui est l'organisatrice de ce qu'on pourrait appeler la Vegan Place de Saint-Étienne, D'accord. qui s'appelait jusqu'à présent Naturellement Vegan et qui va changer un peu de format cette année. Donc pareil, j'ai fait partie toujours de l'organisation de cet événement. On essaye un peu de faire évoluer les choses et d'apporter un peu plus de véganisme et de militantisme à Saint-Étienne. Ok. Donc, est-ce que tu as une petite idée, une estimation du nombre de véganes ou même végétariens dans ta région? Vu que tu es comme dans les associations, tu arrives à dégager un peu des tendances? Ouais, alors déjà, je dirais que c'est bizarrement peut-être plutôt des personnes plutôt âgées. Ben nous, en tout cas, à L214, ouais, c'est plutôt des personnes plutôt dans la cinquantaine, soixantaine, plus que les jeunes. Ouais, je dirais peut-être 400, 500 personnes.
Sur Facebook, il y a 2 groupes principaux autour du véganisme et il y a dans chacun des groupes à peu près 500 personnes. Donc voilà, il y a sûrement des personnes qui sont dans les deux, mais donc c'est une estimation comme ça. Après, le végétarisme est, je pense, quand même un peu plus important parce que il y a beaucoup à Saint-Étienne de traditions militantes, quelles qu'elles soient. Et donc il y a beaucoup de végétarisme pour l'inclusion dans les repas quand même. Voilà. Mais du coup plus sur l'aspect écologique plus que l'aspect éthique. Oui, et ça reste comme un point commun sur l'alimentation générale au sens très large du terme. C'est vrai que ce sont des gens qui ont quand même, dans l'ensemble, renoncé à manger la chair animale, qui est quand même le pas, entre guillemets, le plus urgent. Enfin, selon le prisme qu'on regarde, bien sûr. Et c'est vrai que la viande, c'est le plus gros problème. Et c'est vrai que généralement, j'essaie de pas trop décorréler, pas faire des petites querelles de chapelle entre les véganes et les végétariens, puisque finalement, on va tous dans le même sens, à un moment ou à un autre. Déjà, on peut le dire, il n'y a aucun restaurant 100% vegan à Saint-Étienne. Oh là, c'est un sujet que nous allons aborder. Voilà. Ouais, quand tu dis qu'il n'y a aucun restaurant vegan à Saint-Étienne, c'est vrai qu'il y a beaucoup de villes de France, même grandes, voire moyennes, qui ont pas beaucoup de restos, même végétariens. Et comment tu estimes un peu l'offre du végétal sur Saint-Étienne, à peu près? Il y a quelques restos végétariens par contre. Quand même, il y en a quelques-uns. Et puis il y a quelques restos aussi où il y a des options, mais bon, c'est toujours un peu celles qu'on connaît, c'est-à-dire asiatiques, libanais, ce genre de choses. On a un restaurant de Flamme-Cuche qui fait avec les lardons La Vie. Et avec une base de crème végétale. Ah, c'est cool ça. Ça, je crois qu'on n'en a pas à Paris. Incroyable. Ça s'appelle l'Alsacien. C'est une chaîne qui est un peu partout en France. Si. L'Alsacien, j'ai même fait une vidéo chez eux. D'un coup, je dis n'importe quoi. Non, on a ça à Paris aussi. Donc oui, donc vous avez une succursale de l'Alsacien chez vous. Très bien d'ailleurs. Je m'étais régalé, je me souviens. Et par contre, il y a un restaurant qui s'appelle, il me semble, La Fleur au Fusil, qui est végétarien par défaut et qui propose la viande en option. C'est un concept. Voilà. Ça me rappelle un coffee shop à Montréal qui était complètement vegan, mais il servait comme du lait de vache, uniquement sur demande, en supplément. C'est bizarre, c'est bizarre. Voilà. Et, pourquoi pas? Si eux ils sont à l'aise, pourquoi pas? Et puis, en fait, le vegan pur et dur, si je puis dire, je pense que les gens sont pas encore trop prêts. Il y en a eu. Il y a eu un super resto vegan, Les Petites Graines, qui a tenu pendant 4 ans et qui a fermé cet été là. Alors, il n'était pas très bien placé. Pas en centre-ville même, donc c'était voilà. Il y a eu aussi un café qui lui était plus en centre-ville, mais je pense que voilà, pareil, il y avait pas trop de clientèle pour ça. Et c'est difficile c'est toujours plus difficile quand tu es sur une offre alternative hors des très grandes villes. Si tu vas à Lyon ou à Strasbourg ou bien sûr Paris, c'est une prise de risque qui est diminuée même si elle est pas nulle. C'est vrai que Saint-Étienne, c'est pas non plus une ville colossale, donc je pense que c'est toujours plus fragile et entre le Covid et l'inflation qui va derrière, je pense qu'ils ont été touchés de plein fait comme beaucoup de restaurateurs à travers la France. Ouais. Donc du coup, on fait avec les options qu'on a et on espère que de plus en plus, il y aura du végétal à Saint-Étienne. Ouais. Maintenant, il reste à espérer qu'il y ait quelqu'un qui a envie d'entreprendre localement et qui veut se relancer dans un truc vegan. Ouais. C'est pas simple, surtout pas en ce moment. C'est sûr. On a aussi un food truck coréen qui fait de la cuisine coréenne végétarienne et qui peut faire la plupart de ses plats en vegan. Et c'est tenu par un Coréen lui-même. Donc vraiment super chouette. Un kimchi à tomber. Et donc toi qui aimes le pimenter. Ouais, non, mais moi je suis très fan de kimchi en plus. Vraiment, je te conseille si tu viens. Je t'y amènerai avec grand plaisir. Mais j'ai failli aller à Saint-Étienne il y a quelques années. Alors c'est pas si vieux que ça, il y a peut-être 2 ans, où il y avait un salon du livre qui devait s'organiser.
Ou alors c'était avant le Covid, et en fait ça a été annulé parce que le Covid, ou alors c'était dans l'entre-deux, c'est entre-deux, j'étais invité pour faire des dédicaces, ils avaient mis tout un protocole sanitaire, mais en fait ça a pas eu lieu. Donc j'avais commencé à regarder, je me disais, est-ce qu'il y a des trucs à Saint-Étienne et machin, je dis, ah, j'ai pas l'impression que je vais manger vraiment des trucs incroyables, mais j'aime bien me laisser surprendre, pas arriver avec des a priori. On t'accueillera avec grand plaisir pour un événement ou autre chose. Mais oui. Claire, dis-moi, tout à l'heure tu parlais de l'Espagne, où tu es allée pour une compétition. C'est une compétition sportive? Eh ben non, c'était une compétition de Rubik's Cube. Ah oui, d'accord, je suis à côté de la plaque, d'accord. En fait, ouais, j'ai fait du Rubik's Cube en compétition, donc c'était les championnats d'Europe en Espagne. Waouh. Je savais pas que ça existait en fait. À Paris, on a eu les championnats du monde en 2017. D'accord. Et donc là, c'était en 2018 les championnats d'Europe. Ok. Et ben moi, je n'y allais pas pour espérer faire une place, mais voilà, j'y allais pour participer. Et c'est toujours chouette. Et c'était sympa? Ouais. Ok, bon, donc c'était pas du sport. Je croyais. Par contre, par rapport au sport, je vous conseille, là je porte le t-shirt Vegan Fighter. Ah oui. Alors ils ont un podcast, Vegan Fighter France. D'accord. Vous pouvez retrouver sur YouTube, sur Facebook et puis sur toutes les autres plateformes, dans lequel notamment ils font des interviews de sportifs, donc ils font des sports de combat vegan ou francophones. D'accord. Donc il y a des amateurs, il y a des professionnels. Franchement, pour les personnes qui s'intéressent au sport de combat ou même au véganisme, parce que du coup ils parlent tout de l'aspect alimentation avec le sport, etc. Il y a des personnes comme Rest Turner, par exemple, qui fait de la boxe anglaise, qui a été interviewé. Moi, j'ai un ami qui est champion du monde de boxe thaï et qui est vegan aussi, donc qui a été interviewé, Raphaël Yodra, qui fait aussi de la course à pied. Il a fait des projets qui s'appellent la course de la liberté, notamment, pendant lesquels il courait un marathon par jour pendant 4 semaines. Ah oui, d'accord. Voilà. Oui, c'est sérieux le bonhomme. Ah, d'accord. Comme quoi, on peut montrer qu'on est vegan et sportif, voire même sportif de haut niveau, sans problème. Au contraire, il y aurait tendance à dire que c'est super intéressant pour les performances, pour l'endurance, pour beaucoup de choses. C'est pas du tout inconciliable. Là, j'aurais presque pu être interviewé dans ce truc à l'époque où je faisais du combat au sabre laser. Ah ouais, et ben tu pourrais leur demander. J'en fais plus, j'ai arrêté. Je suis un retraité maintenant du sabre laser. Et dans ta famille, tu as d'autres personnes qui sont par hasard végétariennes, véganes, enfin, n'osons pas l'espérer, mais t'as quand même des gens qui partagent ton mode de vie ou pas? Non, il n'y a pas du tout de végétarien ou de vegan dans ma famille. Par contre, j'ai un neveu qui vient d'avoir 2 ans et qui est intolérant au lactose. Oui. Donc du coup, dans la famille, ça a permis aussi que les gens se rendent compte de la difficulté que c'est de regarder tout le temps les étiquettes, trouver des alternatives. Voilà, trouver des alternatives. Quand on va au restaurant, c'est plus compliqué. Ça leur a permis aussi de se dire ah bah oui, effectivement, ça demande un peu de préparation, être toujours un peu sur le qui-vive pour lire les étiquettes et demander aux gens ce qu'on mange vraiment. Et donc du coup, ça leur a permis aussi de modifier leur comportement et leur pensée, quoi. Et donc de s'orienter aussi un peu plus vers le végétarisme ou le véganisme. C'est marrant. Alors du coup, c'est grâce ou à cause de la maladie du petit qu'il y a une plus grande acceptation de ta différence, tu penses? Ouais. Meilleure compréhension du moins de la difficulté. Ça. Ouais, je pense, parce qu'au début, c'était un peu, pas tu nous fais chier, mais enfin, un peu, il faut toujours faire attention à tout, etc. Et ben, pour le petit, maintenant, mon père, par exemple, ah oui, mais attends, je vais regarder si dans ces gâteaux, il peut les manger parce que il y a du lait, etc. Et ben, mais tu vois, ça me fait penser toujours à ce problème qui est lié au choix individuel, qui est très peu respecté par rapport à des choses qui sont liées à la santé ou à une confession religieuse. C'est-à-dire que si tu es différent dans ton alimentation parce que c'est effectivement dans ta culture ou que tu n'as pas le choix pour des raisons médicales, pas de problème. Il y a un côté un peu sacré où ah là là les pauvres, donc je m'adapte. Mais quand c'est un choix éthique, volontaire et conscient, c'est pas respecté de la même manière au premier abord. C'est comme dommage.
C'est ça. J'en discutais hier par rapport à l'option végétarienne dans les cantines. Ouais. Justement sur le fait que même ça, des fois, c'est pas respecté. Alors que dans la loi, il y a normalement un repas végétarien par semaine. Le pauvre gamin végétarien, il mange une fois par semaine. Le reste du temps, il regarde, il mange du pain. Et ben justement, c'est ce qu'on disait. Il faudrait peut-être arriver à ce que ça soit accepté. Entre guillemets, au même niveau que les religions, parce que il y a pas, il y a la possibilité d'avoir des repas sans porc tous les jours pour des aspects religieux. Et ben pourquoi on pourrait pas avoir une alternative végane au même d'un point de vue philosophique, d'un point de vue mode de vie. Enfin, ça se vaut tout à fait par rapport à la religion, quoi. Il faut savoir que dans la restauration classique, les options végétariennes, voire véganes, sont souvent le plus consommées par des juifs ou des musulmans qui préfèrent manger effectivement des plats à base de végétaux qu'une viande qui soit pas abattue de manière rituelle ou qui puisse mélanger avec des produits laitiers, etc. Selon les différentes confessions. Et finalement, le côté végétal de l'alimentation permet de rassembler tout le monde autour de la même assiette, ce qui est quand même pas mal. Et d'ailleurs, la vie a beaucoup orienté ses publicités. Ils rentrent dedans. Ça fait mauvaise blague, un peu trash, mais en fait, c'est tellement vrai. C'est ça. Ouais, je suis d'accord. Bon, alors, revenons à Saint-Étienne. C'est là où tu vis. Et justement, puisque tu y vis, est-ce que tu as des difficultés pour trouver des produits au quotidien, des trucs un peu spéciaux, comme des simili carnés ou des alternatives, ou c'est cool? Enfin, ça se passe comment? C'est un peu compliqué, moi je trouve. Ouais. Ouais, il y a même dans les très grands supermarchés, par exemple, la vie est pas toujours bien distribuée, ou ce genre de choses. Ben, du coup, moi, je fais de mon côté comme je peux. Des fois, je passe des commandes en ligne parce que c'est plus pratique. Oui. Et voilà. Sinon, ben, on trouve en magasin bio. Il y a pas mal de choix, mais bon, c'est assez limité. Oui, bien sûr. Voilà. Moi, ça me convient. Ça me convient tout Donc, à tu fait. trouves quand même des trucs. Voilà. Au quotidien, t'es pas en dire ah, je fais comment? Ouais. Voilà. Ouais, Après, on a eu le Petit Colibri, la pâtisserie à Lyon, qui pendant un moment faisait une livraison par mois à Saint-Étienne. Donc ça, c'était... Ouais, alors, c'est vrai que Saint-Étienne, je le vois, mais c'est si proche de Lyon que ça? Parce que j'ai l'impression que c'était quand même pas C'est à une 50aine de kilomètres. Ah oui, non, c'est beaucoup plus proche que je pensais. D'accord. Donc c'était super chouette parce qu'on avait des pâtisseries, on avait pareil des simili et tout ça. Mais voilà, je pense qu'on n'est pas les plus mal lotis non plus en termes d'accessibilité. Et du coup, si tu as envie de te faire une bonne bouffe un peu sympa, tu peux aller à Lyon, quoi. C'est accessible. Voilà. Ouais. À Lyon, on peut aller en train, ça met à peu près 45 minutes depuis Saint-Étienne. Donc, il y a des banlieues parisiennes qui sont plus loin du centre de Paris. Hein. Donc, je pense que c'est jouable. Ouais, ça se fait très bien d'aller à Lyon. D'ailleurs, moi, j'y vais régulièrement. Cool. Il y a une échappatoire pas si loin. Ça va. Bon, Claire, j'en ai fini avec mes petites questions. J'arrête de t'embêter. Merci infiniment d'avoir répondu, d'être venu. C'est chouette. Et écoute, j'espère que ça va faire que croître dans ton coin, dans ta ville, que tu vas retrouver plus d'options et qu'il y aura peut-être des entrepreneurs qui vont s'installer, qui vont se lancer là-dedans. On sait jamais. Ouais. Et ben merci à toi pour l'invitation et puis quand tu veux à Saint-Étienne pour te faire découvrir ce qu'on a en vegan. Avec grand plaisir. Le week-end dernier, on a été se faire un petit brunch chez Brice, ça faisait assez longtemps, et dans le brunch, dans la nouvelle formule, il y a un Inari Sushi. Et le Inari Sushi, c'est donc des sushis avec le riz, avec plein de choses, dans une poche de tofu qui est mariné. C'est délicieux, c'est pas courant d'en trouver, et je me suis dit, mais en fait, garçon, t'en as dans le placard? Peut-être les faire. Donc aujourd'hui, moi je vous propose non pas de faire des sushis, mais des inari lentilles. Ouais, on va faire une fusion, pas utiliser de riz, mais plutôt faire une recette très simple et savoureuse, rapide, et je pense que ça devrait être assez original.
Et voilà les amis, ma petite assiette de Inari lentilles. Voilà. Ah bah oui, hein, je casse tous les codes, parce que c'est vrai que c'est pas du tout orthodoxe, je peux utiliser du riz. Hein. Voyons, bon vous avez vu, facile et rapide, hein. Mais je suis sûr que c'est super bon. Bah c'est pas une mauvaise idée. Alors il y a un cousinage évident. Bon, déjà la poche de tofu qui est un peu sucrée, salée, un petit peu grasse, c'est vraiment délicieux. Puis c'est une texture originale. On n'a pas l'impression forcément que c'est du tofu si on ne le sait pas. On dit qu'est-ce que c'est que cette peau un peu froissée autour là. Ben voilà. Donc ça donne déjà un truc assez original en termes de présentation, mais aussi en termes de texture en bouche. La lentille. Donc j'ai pris de la lentille surgelée pour utiliser de la lentille que vous allez faire cuire vous-même, bien évidemment. Il faut juste qu'elle soit pré-cuite, vous l'imaginez bien. Par contre, je ne suis pas certain que de la lentille en conserve tienne la route. Je pense que va vite se déliter et puis virer à la purée plus que regarder la tenue que je recherche pour qu'on ait vraiment la lentille qui se détache sous la dent. Donc voilà, je vous préviens, ça ne sera pas moins bon, mais ça sera peut-être moins présentable. Et alors, en termes d'assaisonnement, j'étais très sobre en gardant des codes nippons, mais l'ajout de miso blond et de shoyu, ça apporte vraiment le côté salé qu'on recherchait quand même pour assaisonner nos lentilles qui étaient nature, mais ça donne de l'umami, de la profondeur, et puis ça rejoint le code de l'Inari lui-même. Bref, c'était une histoire de cohérence. Maintenant, la paillette d'algues, j'en ai pas beaucoup, j'aurais pu en mettre davantage pour faire ressortir un côté marin, j'avoue, mais c'est pas dérangeant. Ça me manque pas parce que c'est déjà très parfumé. Voilà les amis, j'espère que ça vous aura donné envie d'essayer. Moi, j'aime bien m'inspirer de produits un peu typiques, alors généralement asiatiques, parce que c'est plus là que va mes pas quand je vais faire des courses. Mais j'aime bien twister les trucs, dire avec ça on peut faire un truc plus occidental, puis faire de la fusion. Voilà, ça c'est quand même mon truc. Et là, on a un parfait exemple de fusion avec des produits de terroir à la française, mais quand même identité japonaise. Ben voilà, c'est fini pour cette semaine. J'espère que vous aurez apprécié le programme. Et puis, je vous incite fortement aussi à devenir membre de la chaîne pour me soutenir et surtout accéder à du contenu exclusif et puis quelques petits avantages que je vous laisse découvrir. Vous pouvez aussi simplement vous abonner si ce n'est pas encore fait, c'est dommage. Mais vous êtes encore assez nombreux à regarder les vidéos, ne pas être abonné. Allez, soyez cool, faites-le, ça aide vraiment beaucoup ma chaîne. Et puis sinon, vous connaissez tout le reste, hein, les habituels, je compte sur vous. Et on se retrouve sans faute la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. Tchuss!